Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'acteurs et actrices culturelles qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Taous Merakchi qui répond aux questions de Anne Grouillos, cofondatrice et membre du collectif Créalliance. Bonjour Taous. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté cette interview. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas et qui écoutent ce podcast? Alors, je m'appelle Taous Merakchi, j'ai 33 ans et je suis autrice. J'ai écrit sous le pseudonyme de Jack Parker pendant longtemps. Maintenant, j'écris pratiquement exclusivement sous mon vrai nom, donc Taous Merakchi. J'ai écrit un livre sur les règles qui s'intitule Le grand mystère des règles, un grimoire de sorcellerie moderne qui s'intitule Witch Please. J'ai écrit et animé un podcast sur la mort qui s'intitule Mortel et tout un tas d'autres choses très réjouissantes. Et très bien, tu me fais une transition parfaite, puisque donc petite intro de notre côté aussi. Donc nous on a un collectif qui s'appelle Créalliance et on propose depuis environ quelques mois, là, le début d'année quasiment, des contenus avec des thèmes précis par mois. Et donc des contenus qui répondent à ces thèmes, que ce soit des témoignages d'acteurs ou actrices culturelles, des illustrations, enfin des œuvres, etc. On t'avait contacté le mois dernier parce qu'on avait fait un thème sur la finitude, parce qu'en discutant avec nos artistes et notre communauté, on s'était rendu compte que la mort revenait souvent et le tabou de la mort aussi. Donc on avait englobé ça dans quelque chose d'un peu plus global en fait, qui était la finitude. Ouais. Le fait est qu'on n'a pas pu se parler plus tôt, mais finalement, moi je trouve que ça tombe très bien parce que le thème de ce mois-ci, c'est la renaissance / la reconstruction. Et finalement, moi je suis un petit peu ton travail depuis quelques années et je trouve que, en tout cas, je serais intéressée de te poser pas mal de questions autour de ce thème. Avant de rentrer un petit peu dans les questions que j'avais préparées et dans tout ça, est-ce que tu pourrais nous partager ce que ces thèmes évoquent chez toi? Est-ce que ça résonne ou pas du tout? Ah oui, non, pour moi, c'est l'histoire de ma vie. C'est vraiment, ma mère m'a toujours appelé son phénix. C'est très cliché, mais c'est voilà, parce que je passe ma vie à mourir et à renaître. Ouais. Et en fait, peu importe, c'est très cliché, hein, mais peu importe ce que la vie met sur ma route, jusqu'à présent, je me suis toujours relevée, alors que vraiment, il y a des moments où tout le monde en doutait autour de moi. Plus personne n'y croyait, à part ma mère, parce que voilà, ma mère a toujours cru en moi, mais elle a eu très peur aussi. Et il y a eu plein de moments de rupture de vie, de transition étrange, d'épisodes noirs dont je croyais que j'allais jamais pouvoir me sortir, et finalement, j'en suis toujours sortie. Et du coup, finalement, maintenant, quand un drame, entre guillemets, m'arrive, je pense déjà à la renaissance et à ce que ça va m'apporter. Et en plus, comme je suis artiste, j'ai cet avantage de me dire, OK, alors, pense bien à vivre pleinement ce que tu es en train d'expérimenter là, parce que plus tard, ça va te servir et tu vas pouvoir écrire dessus et créer des choses à partir de ça. Parce que ça aussi, c'est une leçon que ma mère m'a toujours, et mon père d'ailleurs, m'ont toujours inculqué. C'est de toujours sublimer le pire et se servir de ce qu'on a dans notre vie pour avancer, pour créer quelque chose de constructif et d'intéressant, quoi. Ouais, écoute, ça rejoint un petit peu une des questions que je m'étais posée. En tout cas, moi, ça m'intéressait de savoir si tes œuvres et tes ouvrages, je pense notamment à Lettre à l'ado que j'ai été, que tu as du coup dirigé, ça fait partie du processus de reconstruction ou du moins de ta thérapie, je mets entre guillemets. Oui, exactement. Ou si c'est venu justement après et que tu as eu besoin de recul pour pouvoir écrire tout ça. Ah ouais, non, pour moi, c'est vraiment un truc continu. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes, sur le moment, je suis déjà dans ce processus-là, mais potentiellement, je vais y revenir aussi dessus 5 ans après parce que j'aurai plus la même vision des choses. Donc, pour moi, vraiment, mon espace-temps à moi, il est linéaire. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de sens interdit. Je peux toujours revenir en arrière, je peux toujours revoir un truc à la lumière d'autres événements et de tranches de vie différentes parce que
la façon dont je pensais à moi à 15 ans quand j'avais 25 ans, c'est pas la même que maintenant que j'ai 33 ans, presque 34, tu vois. Je vois pas les choses de la même manière et je les verrai pas de la même manière non plus quand j'aurai plus de 40 ans. Donc, je trouve ça hyper intéressant justement de faire ces allers-retours. Après, c'est une démarche qui est quand même très nombriliste. Faut avoir le temps de la faire et l'envie. Et j'estime que c'est quand même un luxe de passer son temps à se regarder le nombril comme ça et à s'analyser dessous toutes les coutures. Et que j'ai cette chance de pouvoir me permettre cette activité et c'est pour ça aussi que j'essaie d'en tirer quelque chose de constructif et d'intéressant pour les autres, histoire que ce soit pas juste Taous qui s'amuse à dire regardez comme je suis extraordinaire et unique. Parce que c'était ma démarche au départ, hein. J'ai commencé à écrire sur Mademoiselle avec cette démarche-là, en me disant que mes expériences allaient forcément rendre les gens fous de curiosité, mais en se disant mais quelle femme extraordinaire. Et en fait non, tout le monde me disait je pensais être la seule, mais en fait, moi aussi, et ça m'a énervée. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est une richesse incroyable de réussir à faire ça, quoi. Tu ne renais pas unique à chaque fois? Mince. Mais non. Et justement, plus ça va, plus je me rends compte à quel point je suis pas unique et plus ça me rassure. Alors qu'avant, c'était la peur de ma vie de pas être unique, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que nous, on le retrouve aussi pas mal dans notre collectif, avec notre communauté, où on organise souvent des rencontres. Et c'est vrai qu'on se rend compte que parfois, il y a des artistes ou des acteurs et actrices culturelles qui ont du mal à se livrer. Et puis, en fait, dès qu'elles y arrivent, elles ou ils y arrivent, ça fait un enchaînement de « mais moi aussi, mais attends, mais faut…» Et du coup, ça crée des liens qui sont hyper forts. Moi, c'est un truc qui me fascine, et notamment dans l'expérience féminine, parce que c'est la mienne. Je suis une femme cisgenre et j'ai toujours vécu en tant que femme et je me suis toujours sentie très bien dans ce rôle. Enfin, très bien. Toi-même, tu sais, c'est pas toujours facile d'être une femme dans ce monde, mais voilà, par rapport à mon identité de genre, quoi. Et je sais que c'est la même chose dans d'autres cercles avec d'autres minorités, où en fait, à partir du moment où on commence à parler à nos semblables, et on se rend compte qu'il y a une espèce de pensée commune, d'expérience commune. T'as vraiment l'impression qu'on fait tous partie d'un réseau. On se dit, mais putain, en fait, depuis le début, toi aussi, t'avais des poils au téton. Toi aussi, tu t'es fait mater dans la rue quand t'avais 12 ans. Toi aussi, t'as un oncle qui t'a dit, oh là là, elle va en briser des cœurs quand t'avais 8 ans. Enfin, tu vois, on a plein de trucs comme ça. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et je trouve ça extraordinaire, justement, de se rendre compte, de libérer la parole pour se rendre compte à quel point ces expériences ne sont pas uniques, pour pouvoir ensuite se révolter ensemble, tu vois, et pas être juste dans son coin à faire, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi. Et voilà, je trouve que c'est trop beau ce qui arrive, quoi. Même si ça passe par la douleur, hein, clairement. Non, c'est clair, ça prend du temps, mais c'est important de se dire qu'il faut passer par là et qu'on est plusieurs, quoi, carrément. Ouais. On digresse un peu, mais j'adore les digressions. Oui, pardon. Non, mais ça, c'est ma spécialité. Ouais, c'est ce qui fait la richesse de l'échange. Tu parlais de tes ouvrages et tes œuvres qui font que, effectivement, ça t'aide dans ta reconstruction, mais du coup t'as raison, plus on avance, plus on change, donc tu t'interdis pas, j'imagine, de dans 5 ans peut-être réécrire quelque chose ou reproduire quelque chose en lien avec l'adolescence par exemple, ou selon toi c'est... Ouais, d'accord. Ouais. Oui, parce que en plus l'adolescence c'est tellement vaste comme sujet, quoi. Mais oui, enfin il y a des sujets sur lesquels, par exemple, les règles, je pense avoir dit ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est une porte d'entrée vers des pistes de réflexion et de changement de système de pensée. Après, le reste, c'est aux gens. Enfin, tu vois, j'ai mis les informations entre les mains des gens et c'est à eux de faire avec. Et je vois pas en quoi je pourrais rentrer plus dans les détails et je vois pas l'intérêt que ça pourrait avoir. Et pour ce qui est des sujets d'expérience humaine, là, tu vois, il y a plein d'artistes qui ont passé des années, des décennies à revisiter exactement le même sentiment, le même épisode de leur vie, la même émotion, et ça n'a pas rendu leur œuvre générale plus pauvre, au contraire, tu vois. Donc, on trouve tous notre axe, et il y en a pour qui c'est le renouveau constant, et il y en a d'autres, c'est au contraire revisiter toujours la même chose. Et c'est pas forcément aliénant, même si ça peut l'être, mais ça peut être aliénant sur le moment pour obtenir un résultat qui est ensuite libérateur, tu vois. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, j'y pensais en préparant un petit peu le thème et notre rencontre. En fait, je me disais, on dit renaissance parce que du coup, quand on dit renaissance, en fait, on pense peut-être à nouvelle personne. Mais finalement, est-ce que toi, tu penses que ça veut forcément dire que tu oublies la personne que tu as été ? Est-ce que tu penses que
être toujours la même ou être totalement différente parce qu'en fait, quand on dit renaissance ou même le phénix, tu vois, qui renaît de ses cendres, est-ce que ça veut dire que la partie de toi qui était avant, elle a totalement disparu Non, moi, je vois ça comme un truc plus métaphysique. En fait, c'est une mue. Et c'est comme si cette mue, une fois que je m'en suis vraiment débarrassée, au lieu de l'enterrer, la laisser par terre, partir, je la mange. Ah ouais. Je la mange et je la digère. C'est-à-dire qu'après, elle fait toujours en partie de l'état, toi. voilà, elle fait toujours partie de moi. Elle est digérée, elle est intégrée à ma nouvelle version entre guillemets, ce qui fait que c'est pas une tumeur à l'intérieur de moi qui reste sans arrêt en l'état, parce que de toute façon, elle est desséchée, elle est plus aussi vivante qu'avant. Et c'est juste que tu vois, j'ai enlevé une couche, mais l'ancienne va alimenter les suivantes. Enfin, tu vois, c'est un truc de, voilà, c'est plus du renouveau constant en fait. Et oui, on parle beaucoup de mort et de renaissance, comme c'est des trucs qui sont assez définitifs. Mais moi, je vois ça vraiment plus comme une. Avant, je t'aurais dit, enfin, tu vois, il y a 2 ans, je t'aurais dit oui, mort, renaissance. Et maintenant, je vois ça vraiment plus comme un processus biologique. Continue et sans rupture forcément brutale, à part dans certains épisodes de vie où là effectivement c'est du jour au lendemain tu n'es plus la même personne parce que tu as été violemment changé par quelque chose ou quelqu'un, mais je parle des trucs beaucoup plus communs et naturels des transitions de la vie en fait, où là je me vois pas enterrer la personne que j'étais à chaque fois, parce que cette personne, elle mérite de continuer à vivre en fait. Elle mérite de continuer à persister au moins dans mon souvenir à moi. Ouais, carrément. Bah, j'imagine que ça fait plus écho à des choses comme la dépression ou des états effectivement où on est, en tout cas où on se sent plus seul et où t'as aucun élément extérieur qui vient perturber effectivement le cheminement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'en plus, la dépression, c'est lent, c'est extrêmement lent, tu vois, c'est pas un truc brutal et violent, c'est une torpeur horrible, lente et gluante, t'as l'impression d'être coincé dans une chrysalide dont t'arrives pas à sortir, et voilà, tu vois, chrysalide, on est encore dans le vocabulaire de toute façon de la métamorphose et de la transition, mais contrairement à certaines espèces, on rentre pas en chrysalide qu'une seule fois dans notre vie, quoi. Ouais, on y va, mais parce qu'on n'a pas la même espérance de vie aussi. Donc forcément, à l'échelle d'une vie humaine, on a besoin de rentrer plusieurs fois en chrysalide. C'est clair. Et puis ça se transmet pas par le physique, mais plus par effectivement le mental. Ok, très hyper intéressant. Et du coup, pendant tous ces cheminements de guérison et de reconstruction, je me demandais si tu avais conscience de tout ça. Alors peut-être un peu plus avec l'expérience, comme tu me disais, que tu as l'impression que ta vie est une éternelle reconstruction. Mais je pense notamment quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais conscience de cette métamorphose en cours ou est-ce que tu voyais le bout du tunnel ou à chaque fois tu te disais que c'était difficile? Ouais, j'avais conscience de la métamorphose en cours. Je voyais pas le bout du tunnel pour autant, mais j'en avais conscience justement parce que comme je te disais, ça fait partie des choses que mes parents m'ont toujours répété. En fait, ça fait partie de leur vocabulaire, ça fait partie de leur mode de pensée. Et il y a toujours eu cette comment dire, cette idée de la métamorphose, de la transition, de la renaissance, de la mue, de tout ça. C'est vraiment des choses que j'ai entendues toute ma vie. Donc forcément, à chaque fois que j'étais dans une période noire, même à l'adolescence, tu vois, c'était pas le genre de parents qui me disaient, oh, mais pourtant c'est les meilleures années de ta vie. Non, l'adolescence, c'est le bordel, c'est visqueux et c'est très perturbant et c'est presque horrifique, mais c'est nécessaire, mais il y a des bonnes choses, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Et alors après, c'est effectivement quand t'es ado, tu ressens tout tellement fort que ça, tu l'entends pas sur le coup. Ils pouvaient me dire n'importe quoi, j'aurais pas été réceptif de toute façon parce que tu n'es réceptif qu'à ton mal-être, quoi. Mais non, c'est vrai qu'il y a toujours eu cette idée dans mon entourage, dans ma cellule proche, avec que des images comme ça d'animaux qui se transforment ou de mythologie autour de la transformation. Donc ça fait partie de toi intégrale. Ouais, complètement. Ok. Et je voudrais aussi revenir sur un truc quand tu t'es présentée.
Donc, bon, évidemment, tu as dit ton nom, ton prénom, Taous Merakchi. Et tu as aussi précisé que tu écrivais sous le pseudonyme de Jack Parker. Et du coup, effectivement, je sais, j'allais dire depuis peu, mais depuis quelques temps maintenant, tu t'écris sous ton vrai nom tes ouvrages, etc. Est-ce que ça aussi, on peut dire que c'est un peu une sorte de renaissance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça? Ou c'est simplement que... Ah ouais. Oh, ouais, c'est vraiment, c'est un changement. Alors, est-ce que ça a été un déclic du jour au lendemain? Je ne sais pas, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. C'est que déjà, cette envie d'écrire sous ce pseudonyme, au départ, c'était pour deux raisons. Je ne voulais pas que ça remonte à ma famille parce que j'écrivais des trucs qui étaient quand même assez intimes et que comme j'ai pas un nom commun, c'était facile de les retrouver. Et j'avais pas envie que les gens aient un a priori sur mon genre ou mes origines en lisant ce que j'écrivais. D'accord. Parce que quand j'ai commencé avec ce pseudo-là, j'écrivais de l'autofiction très masculine, très Bukowski, très Bret Easton Ellis, machin. J'étais vraiment dans cette misogynie crasse, idolâtrie du sexe et de la drogue. Je trouvais ça trop cool. Et du coup, une femme d'origine maghrébine qui écrit ça, on la prend pas au sérieux. Donc je me suis dit, si je me fais appeler Jack Parker, les gens vont trouver ça stylé, vont dire que je suis un écrivain maudit, mystérieux, qui fume des Lucky à la fenêtre et qui écrit à l'aube devant sa fenêtre sur sa machine à écrire. Ce n'était pas le cas. Mais voilà, j'avais terriblement honte de mon identité, j'avais honte d'être une femme et j'avais honte d'être maghrébine. Donc il a fallu faire tout ce cheminement, toute cette déconstruction qui s'est faite très progressivement. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée au stade où, en fait, j'ai tellement prôné la diversité, j'ai tellement prôné la représentation que je ne peux plus dire ouais, faites-le vous, mais moi non, je le ferai pas, je me cache, parce que j'ai envie, au même titre que j'ai envie de voir, j'ai envie que des enfants grandissent avec un James Bond noir ou même que ce soit une femme noire, peu importe, je m'en fous de toutes ces polémiques. Vraiment changer tous les styles de tous les héros, je m'en branle. On a vu assez d'hommes blancs pour quelques siècles là, et du coup, j'ai fait une overdose, ça m'intéresse plus. Et du coup, je me dis, j'ai envie aussi que les gens puissent voir une Taous Merakchi dans leur paysage culturel et se dire, tu peux t'appeler Taous Merakchi et écrire sur les règles, écrire sur la mort, écrire sur la sorcellerie, écrire sur tous les trucs sur lesquels je vais écrire dans les années à venir. Et que voilà, c'est pas un frein, c'est pas une barrière, c'est pas un obstacle, au contraire. Et voilà, c'était juste qu'il fallait que je sois cohérente avec ce que je prenais, quoi. Ouais, je comprends. Alors j'ai fait le tour de mes petites questions, donc on va pas parler pour parler, mais merci. Et en tout cas, moi, c'était, je trouve que ton parcours, il est hyper cohérent avec ce thème, et comme je te le disais, c'est assez fou tout ce que tu rends public déjà, et de se rendre compte que, je trouve que c'est inspirant en tout cas de se dire que où est-ce qu'on peut en trouver, il y a toujours de la force pour renaître, pour se reconstruire, et en plus, si ça permet d'en faire des œuvres, des ouvrages qui aident les autres et qui sont aussi inspirants, c'est super, et il faut que ça aide, en tout cas, je pense que ça aide beaucoup de gens. Donc, pour ça, je reçois beaucoup de messages qui vont dans ce sens-là, et du coup, c'est ça qui me donne aussi énormément de force et de motivation, parce que je suis pas seule quand je prends mes décisions artistiques maintenant. J'ai vraiment toute ma communauté, tout mon lectorat derrière moi, et je me dis, qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir? Tu vois, au même titre que tu sais pas, tu fais des courses ou tu fais ton shopping de Noël et tu dis, oh là là, qu'est-ce qui ferait plaisir à ma mère? Et ben moi, je fais du shopping dans ma tête d'idées et je me dis, qu'est-ce qui ferait plaisir à mes lecteurs et mes lectrices? C'est trop bien. Et je trouve ça hyper agréable parce que ouais, je suis jamais seule et j'ai réussi à sortir de l'aspect très égoïste de mon écriture qui était qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour me faire briller moi. Et maintenant, la démarche, c'est qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes-là, tout en sachant que ça va me faire du bien avant tout et que je fais ça aussi pour faire avancer ma carrière et pour gagner de l'argent. Et je vais pas me cacher de ça. Je vais pas faire non, mais je ne fais ça que pour le peuple. Ça n'a aucun sens. Il y a aucun artiste qui fait de l'art pour les autres en première raison. Ça n'a pas de sens. Mais si en plus ça peut faire plaisir aux gens et ne serait-ce que les divertir, parce que les aider c'est énorme déjà, mais ne serait-ce que les divertir, j'ai tout gagné moi. Non, mais c'est trop bien. Après, tu vois, quand tu disais qu'au début, tu commençais pour toi et que c'était hyper narcissique, au final, c'est un processus, encore une fois, et ça te mène à plein de choses. Et si tu n'avais pas commencé comme ça, t'aurais peut-être pas fini là où t'es. Donc, t'as pas fini. Oui, d'ailleurs, mais...
Non, mais enfin, tu vois, les articles que j'ai écrits sur Mademoiselle, je pense qu'il y en a 90%, je les renie tous, quoi. Ouais. Je les écrirai plus aujourd'hui, mais même sur des Ouais. trucs, il y a des trucs que j'ai écrits, j'ai changé d'avis dessus 6 mois plus tard, mais je vais pas chercher à effacer ces archives-là et de peur qu'on me ressorte un truc en disant t'as vu, t'as dit ça. Bah ouais, j'ai dit ça parce qu'en fait j'ai comme tout le monde, j'apprends, et sauf que moi mon apprentissage, en tout cas une partie de mon apprentissage a été public. Donc c'est facile de retrouver des casseroles quand l'apprentissage est public, et donc oui, j'ai sûrement dit des conneries et des trucs que je ne pense plus aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant aussi de voir tout ce cheminement-là et de voir qu'on peut partir de ce point A et arriver à ce point, je dirais, on va dire que je suis au point F. Ah ouais, en même temps, c'est vrai. Je suis pas encore au point Z. Il reste encore Il y a les beaucoup de temps. mollos. Voilà, j'espère. Donc voilà, tu vois, je trouve ça aussi plus honnête de laisser ces archives-là, parce que j'aurais très bien pu envoyer un mail à la rédac de Mademoiselle en disant supprimez tous mes articles ou au moins changer le pseudo pour pas qu'on retrouve mes casseroles. Après, je pense pas avoir dit des énormités non plus, mais tu vois, je me souviens avoir fait notamment une tribune sur quand ils ont parlé d'abolir le terme Mademoiselle des formulaires administratifs. Ouais. Ben, je me suis positionné contre. Alors que 6 mois plus tard, j'ai fini par, à force de me documenter et d'écouter d'autres sons de cloche, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi j'ai défendu ça? Mais c'est débile. C'est complètement débile. Bien sûr que je suis pour qu'on retire Mademoiselle. Et maintenant, quand je me présente, je dis Madame. Et quand on m'appelle Mademoiselle, je corrige et je dis Madame, tu vois. Mais sur le moment, j'ai écrit une tribune enflammée en disant, c'est connerie. Mais moi, je trouve ça bien enfin, c'est ce qui fait aussi les débats et tout ça, tu vois, la vie n'est jamais fixée, et effectivement, c'est bien d'en garder une trace. Après, comme tu dis, quand t'es une personnalité publique, bon, ça doit être effectivement un petit peu relou qu'on vienne tout le temps te chercher les noises sur ce que t'as écrit il y a 15 ans, mais bon, il faut aussi savoir en tant que lecteur, enfin comprendre que la personne un article qui date de 2007, forcément la personne qui est derrière a évolué, a grandi aussi. Et que... Après, il y a des gens qui en 2007 pensaient déjà comme nous on pense en 2021, et grand bien leur face, tu vois, heureusement, parce que c'est ces gens-là qui ont porté tout le monde sur leur dos pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Donc faut pas non plus, tu vois, faut pas que ça serve non plus d'excuse de oui, mais tu comprends, c'était il y a 15 ans. Parce que il y a 15 ans, il y avait déjà des gens qui pensaient comme il fallait. Mais le problème, c'est qu'on n'était pas exposé à autant d'idées de cet ordre-là. Et du coup, si tu les avais pas de base, c'était compliqué de les inventer. Donc, mais voilà, j'accepte mon chemin, j'accepte d'avoir tort, j'accepte de me planter, et je refuse de faire croire à qui que ce soit que j'ai la science infuse et que je suis né comme ça, quoi. Très honnête. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux, parce que si je dis ça et dans 15 ans, je dirais quoi? Oui, non, mais il y a 15 ans, je pensais ça. Bah non, c'est trop tard, c'est un piège, parce que ça ne fait qu'évoluer. Donc on va jamais s'arrêter de changer et d'évoluer. Je suis tout à fait d'accord. Écoute, merci beaucoup. Je sais pas quoi rajouter. C'était super, assez court, mais en fait, ça me va très bien parce que on a tout dit. Tant mieux. Parfait. À moins que tu aies des choses à rajouter sur la Renaissance. Non, je pense que j'ai fait le tour moi aussi. Non, mais c'est là que tu vois que j'ai quand même bien réfléchi mes trucs, parce que ça sort tout cuit. Ouais. Non, et puis pour avoir écouté plusieurs autres podcasts, pour le coup, comme je te disais, je sais pas que j'ai taffé le sujet, mais on sait qui on interroge, donc effectivement, c'est assez logique de t'avoir sur ce thème, quoi. Mais voilà, bon, après, c'est sûr qu'il y aura toujours des choses à dire, mais on va pas faire redite. Bon, merci beaucoup. En tout cas, Taous, est-ce que tu veux faire une petite promo, même si je pense que tu n'en as pas trop besoin, mais où est-ce qu'on peut retrouver... on en a toujours besoin. Oui, c'est vrai, t'as raison. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te lire Alors, le mieux, c'est sur Twitter et sur Instagram, @JackXParker, tout attaché, et sur Patreon. J'ai une page Patreon, c'est donc un blog payant où je publie des articles plusieurs fois par semaine, et notamment une newsletter sur les films d'horreur, mais aussi des écrits beaucoup plus personnels et des analyses culturelles, parce que parfois j'ai des idées pas trop cons. Et c'est donc sur patreon.com/taousmerakchi, tout attaché, et c'est 6 € par mois pour la formule complète, ou 2 € par mois pour la newsletter qui sort tous les dimanches. Voilà. Top. Et ça paye mon loyer. Alors allez vous abonner. Voilà. Merci beaucoup.